Nous allons avoir le temps des questions. Quelqu'un peut venir passer les micros? Merci. Merci. Oui. La sieste n'est pas finie, peut-être. Bonjour, Sophie Gentil, je suis directrice du CAUE du Pas-de-Calais. Je suis très heureuse de l'organisation de cette journée qui est forcément très très intéressante pour nous, et Marc vient forcément d'expliquer les liens avec les CAUE. Je voulais envoyer un signal positif au CAUE du Pas-de-Calais aujourd'hui. 75% des demandes de conseils qui proviennent des collectivités locales portent sur le paysage. Voilà, on en traite une centaine par an à peu près. Et voilà, aujourd'hui, 75% abordent le paysage, sont en lien avec le paysage. Ce n'était pas le cas auparavant. Ça veut dire que ce sont des questions qui deviennent vraiment très prégnantes, dont les élus ont conscience. Maintenant, l'enjeu, c'est de l'intégrer systématiquement dans les outils et dans les démarches. Voilà. C'est le travail que nous devons faire aujourd'hui. C'est ce sur quoi nous essayons de nous concentrer avec les autres ingénieries. Mais voilà, il y a une prise de conscience, en tout cas, que nous, on constate dans le département et qui est très intéressante. On va prendre 3 questions. Oui, bonjour, je suis étudiante en post-master à l'école de paysage de Versailles. Et j'avais une petite question pour Marc Verdier, peut-être pour qu'il éclaire ce qu'il disait à propos de l'expérimentation vers la connaissance au sein d'un CAUE, et aussi par rapport peut-être à sa double casquette d'enseignant, parce que je me demandais, enfin, j'ai peut-être pas très bien saisi, dans quel domaine d'action s'établit l'expérimentation dans un CAUE. Enfin, je me disais que l'expérimentation, finalement, quand on est étudiant, voilà, au sein d'une école, c'est tester de nouveaux outils qui sont basés sur de nouvelles pensées, pour penser de nouvelles possibilités de projets, soit de paysage, soit d'architecture. Enfin, finalement, on est dans un contexte un peu décontextualisé, finalement, puisqu'on est dans une structure qui n'est pas pensée en lien avec un site. Et donc, on est dans une pensée d'un paysage ou d'une architecture toujours un peu en mouvement. Enfin, voilà, c'est la recherche dans l'étude. Et du coup, comment, dans une structure qui est ancrée sur un site, qui est ancrée dans un certain type de réseau, enfin, dans quel sens vous entendez la notion d'expérimentation? Merci. Une 3e question? J'en ai de mon côté. Bon, allez-y, je crois que... Oui, pardon. J'en avais une, du coup. Ah, vas-y. Pour Monsieur Bruat, donc, à Villars-Saône, on est dans le parc naturel régional du Vexin français. Je l'ai décrit un peu ce matin. Le territoire, il n'est pas forcément très en avance sur les questions de transition agricole ni de transition énergétique. Ce pas des sujets qui sont abordés très facilement. L'équipe salariée du parc, elle peut être assez moteur là-dessus, où on sent parmi les salariés des convictions, etc. Par contre, ils sont donc un peu reliés à leurs élus, forcément. Donc comment, dans un territoire comme ça, l'équipe d'un parc peut continuer à faire du territoire un territoire un peu pilote et avancer sur ces questions? On commence par la réponse à cette dernière question. Puis... Certainement pas la réponse. N'hésitez pas à prendre je serais bien prétentieux si j'avais une réponse. Ce que vous évoquez, enfin ce que j'essaye de lire un peu entre les lignes aussi, chaque territoire s'adapte, chaque parc s'adapte à son territoire, et chaque parc s'adapte à la fois à l'ambition de son territoire et à ses problématiques, aux enjeux qui sont définis dans le projet de territoire. On attend souvent des parcs naturels régionaux, beaucoup, parce que c'est aussi le label qui fait ça, et c'est d'ailleurs normal. Il y a une exigence qui est liée au classement parc, et c'est normal qu'il y ait une grosse attente. Ce qui fait la force des parcs, c'est aussi ce qui fait leur plus grande fragilité. Les parcs sont des outils qui sont construits localement par les élus locaux et portés par les élus locaux. Donc c'est extrêmement puissant quand les élus portent le projet politique à bras-le-corps et quand derrière ils organisent la structure pour le mettre en œuvre. Voilà. Parfois, sur certaines thématiques, les choses sont plus compliquées. Donc ça dépend de chaque situation locale. Et vous savez qu'en matière d'agriculture,
C'est qui avait écrit l'agriculture, c'est l'État dans l'État, ou je sais plus. C'est en plus une des problématiques les plus compliquées à gérer pour un parc naturel régional, parce que finalement, il se trouve très très peu outillé pour travailler dessus. Donc, on est sur un processus long, lent. L'agroécologie commence quand même à monter. Heureusement, la société aujourd'hui est demandeuse. Moi, j'ai l'impression qu'il y a quand même sur ce sujet-là, peut-être encore plus que sur l'architecture. Moi, je pensais qu'on allait déboucher sur une révolution un peu sur l'architecture, l'urbanisme il y a quelques années, parce qu'on sentait la société pousser. Voilà. Alors, il y a la crise qui a un peu stoppé les choses, etc. Mais en agriculture, j'ai l'impression que les choses sont en train d'évoluer, peut-être même de nous dépasser un peu dans les parcs, quoi. J'ai l'impression que la société, aujourd'hui, notamment au travers de la santé, des inquiétudes qu'il y a par rapport à la qualité alimentaire, est en train de pousser. Donc, je ne connais pas le cas spécifique du Vexin. Je ne sais pas si le parc est organisé pour accompagner ça, ou alors s'il travaille en réseau avec ses chambres, etc. Mais chaque territoire est différent et les dynamiques sont différentes en fonction des ambitions et des moyens. Il y avait des questions aussi pour les CAUE. Donc vous êtes monsieur l'ex-président du CAUE, oui, qui le pourra, directeur. qui pourra répondre également sur le CAUE de Loire-Atlantique. Moi, je vais donner un exemple simple. Par exemple, encore une fois, les sujets qui nous viennent, nous, c'est des sujets qui nous sont posés par les territoires et sur lesquels on essaye de répondre de façon un petit peu décalée ou en tout cas plus globalisante et interpellante dans une logique de transversalité de sujets. Je vais prendre un sujet très simple. Depuis des années, dans notre département, mais comme dans beaucoup, nous avons 594 communes dans le département. Je pense qu'il y a, il y a 800 églises dans la commune, il y a 55 paroisses. Ça veut dire que globalement, il y a 55 églises qui tournent à peu près régulièrement. Ça veut dire qu'on a 750 églises entretenues par les collectivités qui ne tournent pas. Et on est interpellé en permanence sur des questions qui sont des questions d'entretien, les questions de qu'est-ce qu'on fait avec notre église, etc. En plus, avec un patrimoine extrêmement varié, puisque nous avons subi quelques conflits par chez nous. Donc, on a à la fois des églises en fer, d'ailleurs, qui est classé monument historique. Nous avons des églises de la première reconstruction, de la deuxième reconstruction, des églises du 19e, des églises romanes. Enfin, on a toute la panoplie. Et on s'est posé la question de savoir comment, au fur et à mesure où on avait essayé de travailler avec un certain nombre de communes sur qu'est-ce qu'on pouvait faire dans l'église, comment on pouvait la transformer. Je parle toujours, on reprend finalement ce que Eric vient de dire et ce qu'on a vu aussi par ailleurs, c'est-à-dire plutôt les métiers de la transformation plutôt que du rajout et les métiers de la réhabilitation du bâti. Et les églises font partie de ces potentiels. Et donc on a organisé un colloque qui nous a permis de faire s'exprimer des gens, et je pense que c'est le rôle du CAUE, c'est créer ces situations d'échange et de débat, qui nous ont permis d'éclaircir la façon dont on pouvait mieux intervenir auprès des collectivités et comment on pouvait réanimer et réutiliser ces églises dans des bonnes conditions. Et pour ce faire, on est allé solliciter à la fois des gens qui étaient aussi bien sociologues, je pense à Charles Suot, d'ailleurs, un sociologue qui vient de Nantes, qui nous a éclairé sur l'acculturation, la transformation plutôt de la symbolique plutôt que des outils législatifs, etc. Et puis on est allé aussi solliciter nos cousins québécois ou nos voisins belges pour savoir comment eux faisaient différemment. Et à partir de là, on a fait avancer les choses. Et aujourd'hui, sur le territoire, en tout cas le nôtre, il y avait d'ailleurs d'autres CAUE et d'autres départements qui étaient présents dans ce colloque, on essaye d'avancer. Donc c'est au travers d'une question posée par les territoires qu'on réinterprète, qu'on expérimente à partir de quelques communes ou quelques volontaires comment on pourrait faire, puis on sollicite des gens au travers d'un échange qui apporte de la connaissance et on réinjecte ça sur les territoires. Je pense que c'est le rôle des CAUE. Merci. Quelques éléments de réponse encore. Oui. Et juste puis nous allons une remarque, clôturer. C'est que j'entends beaucoup parler du paysage, et même dans cet atelier, mais du paysage, j'allais dire vert. Et je voulais un peu rebondir sur deux choses qui ont été dites. La première, c'est, monsieur le maire, juste quand le projet chez nous est passé en commission régionale d'aménagement du territoire, le fait de refaire une maison communale qui allait être au cœur d'un quartier historique, et qui redonnait de la place et de la visibilité à la force publique, a été un élément extrêmement positif. Et la deuxième, c'est clair que le patrimoine, à la fusion des communes en 1976, les conseillers qui sont arrivés des autres villages, ils ne pensaient qu'à une chose, c'était à raser ce patrimoine. Donc il a créé une dent creuse au milieu du village et l'acculturer complètement. Donc j'ai fait partie d'une mission du Parlement wallon au Québec sur les églises au Québec, parce qu'ils étaient en grande demande. Mais ce patrimoine bâti, il est extrêmement présent dans le paysage. Et il ne faut vraiment jamais l'oublier, parce que c'est perdre notre identité, c'est perdre notre histoire, et c'est un puissant outil de redéveloppement et de redéploiement économique, social, culturel. Ça, vraiment, le patrimoine bâti doit être vraiment pris en compte de manière puissante au sein des villages.
Merci beaucoup, merci à vous 5. Et je crois qu'on va clore là cette table ronde. Pour passer à la conclusion, je ne sais pas qui prend la suite, là je ne me souviens plus. Merci beaucoup. Donc, je vous propose qu'on passe à la table ronde finale et à notre séquence conclusive, animée donc par Laurent Miguet. Merci Laurent, de Paysage Actualité, rédacteur en chef de Paysage Actualité. Et donc, j'invite à nous rejoindre Jérôme Bignon, sénateur de la Somme, Mathieu Calam, directeur de la Fondation pour le progrès de l'homme, et Odile Marcel, présidente, je ne la présente plus, du collectif. Merci Laurence. Je le dis. Voilà, j'ai donc en effet la chance d'être journaliste du paysage depuis 2014, ce qui veut dire que en même temps que je découvrais ce monde du paysage, j'ai vu naître, grandir et s'épanouir le collectif du paysage de l'après-pétrole avec un œil un peu neuf, et ça m'a considérablement aidé à accompagner mes lecteurs pour qu'ils posent un pied dans un avenir désirable. J'exprime donc ma reconnaissance au collectif et je mesure la chance que j'ai d'être parmi vous aujourd'hui grâce à lui. Aider mes lecteurs et au-delà la société à poser un pied dans un avenir désirable, c'est ce que nous allons essayer de faire dans les 50 dernières minutes que nous allons passer ensemble, en essayant de poser des balises vers cet avenir et de nous interroger sur comment passer à la grande échelle, puisque c'est cette question qui a été posée depuis ce matin, encore plus lorsque nous avons vu les réussites des expérimentations à l'échelle de ces villages luxembourgeois et suisses tout à l'heure. Alors, pour poser cette question, la première personne à qui nous avons pensé, c'est un représentant de l'État qui incarne la politique paysagère de notre pays, Paul Delduc, directeur général de l'aménagement, du logement et de la nature, n'a pas pu être parmi nous aujourd'hui, mais il a bien voulu répondre à nos questions mercredi soir. Et donc, avant d'entendre et de visu les trois intervenants de cette dernière table ronde, nous allons l'entendre lui et nous passerons ensuite à la suite. « 7 minutes ». Monsieur le directeur, ma première question portera sur les enjeux de la politique paysagère de l'État pour le collectif Paysage de l'après-pétrole qui nous réunit en cette fin d'après-midi à Lens. Ces enjeux se situent au carrefour de l'énergie, de l'agriculture et de l'urbanisme. Est-ce que vous partagez cette analyse ? Alors oui, bien sûr, je la partage, mais j'avoue que peut-être je verrai un carrefour encore un peu plus grand, avec un peu plus de choses qui se croisent. Et puis je reviendrai sur l'urbanisme qui, pour moi, comme le paysage, est une discipline extrêmement intégratrice, qui finalement n'est pas une des branches. Hein. C'est une façon de regarder l'ensemble comme le paysage. Mais donc, vous avez cité l'agriculture, par exemple, mais dans le fond, on pourrait citer, et l'énergie, on pourrait citer aussi la mobilité, les infrastructures qui l'apportent, qui ont un impact assez fort sur le paysage et dont on parle, je pense,
pas mal dans la politique nationale en ce moment. Et puis, bien sûr, les espaces naturels, les milieux aquatiques. Enfin, il y a un grand nombre de choses. Donc, simplement, la politique de l'eau a sa propre influence. D'une façon générale, ce que je partage clairement et qui est exprimé par le collectif à travers cette question, c'est le fait que le paysage est une façon d'intégrer ces différentes disciplines sectorielles et donc d'avoir un regard plurisectoriel, intégrateur, qui est indispensable pour réfléchir à des projets ou à l'avenir de territoire. Trop souvent, les professionnels et les membres du collectif constatent que le paysage, on commence à s'en préoccuper finalement à la fin. Or, l'efficacité, selon eux, repose sur sa place en amont de ces politiques, qu'il s'agisse d'énergie, d'urbanisme ou d'agriculture. Est-ce que là encore, est-ce que vous partagez ce point de vue et surtout, par quels moyens vous pensez possible de donner au paysage le statut qui lui revient? Alors, je suis bien sûr tout à fait d'accord avec cette idée qu'il y a besoin il est utile d'utiliser le paysage et tous les concepts qui vont avec en phase amont de tout un tas de projets, ce qui n'exclut pas que les moyens du paysage soient également efficaces à d'autres stades des projets. Je veux dire, dans la conception même du projet, dans sa mise en œuvre, suivant les types de projets, le paysage a sa place partout. Mais en amont, il présente des tas d'avantages. Alors, on les a évoqués tout à l'heure avec la question présente, c'est-à-dire que, évidemment, le paysage présente l'avantage de s'obliger à avoir un regard intégrateur dès le départ, parce que dans le paysage, il y a toutes les composantes de ce qu'on fait, de ce qu'on est, qui se manifestent. Le paysage a une autre vertu qui est intéressante à l'amont. C'est très lié à l'évaluation environnementale et à la participation du public aux grandes décisions qui impactent l'environnement. L'autre vertu du paysage, c'est qu'elle permet d'avoir une relation très sincère avec les citoyens et de les faire parler, en fait. Et c'est beaucoup plus facile, souvent, de faire exprimer un avis sur un morceau de territoire ou sur un projet à travers le paysage qu'à travers des entrées beaucoup plus techniques ou technologiques. Le paysage, c'est quelque chose d'assez sensible et ça permet d'engager une discussion, de faire révéler des préférences. Après, deuxième question, les moyens. Alors, les moyens, il y en a un certain nombre. Ce qui est sûr, c'est que dans le champ de l'urbanisme en particulier, alors cette fois-ci l'urbanisme réglementaire, l'élaboration ou la réflexion préalable à un document d'urbanisme, que ce soit un SCOT ou un PLU, est un bon moment pour mettre en avant les méthodes et le paysage comme une façon de commencer à réfléchir. C'est pour ça que ça revient à ce que je disais juste avant, mais c'est particulièrement vrai lorsqu'on va s'approcher d'un SCOT, d'un PLUI, qu'on veut commencer à travailler dessus. C'est pas que pour ça qu'on fait des plans de paysage et qu'on soutient cette démarche fortement auprès des collectivités territoriales, mais c'est aussi un peu pour ça. Et c'est vrai qu'à travers ces plans de paysage, le club, entre guillemets, plan PLUI, où les collectivités se retrouvent aussi pour se parler, on promeut l'utilisation du paysage très en amont et avant de commencer à faire des cartes de vocation, je dirais, ou même de commencer à faire des dessins tout de suite et à dire là on va faire ça, là on va faire ça. Déjà, ça permet d'avoir un regard avant. Sur l'énergie, alors c'est très clair que c'est presque un besoin vital pour que nous réussissions la transition énergétique qui est voulue en réalité de tous, mais qui n'est pas si simple à mettre en œuvre au quotidien parce qu'elle a des impacts importants, notamment visuels. C'est clair que là, le paysage est un instrument indispensable et qu'il faut qu'il arrive avant le projet ou pour anticiper le projet, pour permettre que tout ait été dit et échangé sur le projet, sur son intégration dans le paysage, sur comment il le fait évoluer, et que l'ensemble soit le fait d'une adhésion de la population, des citoyens, au projet, incluant ces éléments dans le paysage. Et là, pour le coup, c'est pour ça qu'il y a effectivement c'est en partie le sens de la chaire énergie et paysage de l'école de Versailles, mais c'est des groupes de travail que nous lançons, une convention avec l'ADEME pour aller plus loin, mais vraiment, on peut dire que nous portons les deux. Nous portons la volonté de pousser les feux
des énergies renouvelables le plus fort possible, mais aussi de faire que ceci soit l'occasion d'avoir une réflexion qui intègre le paysage, qui soit des projets partagés et non pas quelque chose qu'on subirait. Donc là, le moyen dans le domaine de l'énergie qui fait qu'on va avoir recours au paysage, c'est qu'en fait c'est indispensable et que plus le temps passe, plus les porteurs de projets le savent. Voilà, et nous on fait tout pour promouvoir ça. Dans le domaine de l'agriculture, dire que les sujets du paysage sont un petit peu plus, en tout cas, ils n'ont pas autant émergé jusqu'à présent qu'ils ont pu le faire dans des domaines qu'on a évoqués précédemment, l'urbanisme réglementaire et puis l'énergie. Il y a une mission en ce moment d'inspection générale là-dessus, partagée entre l'agriculture et l'environnement, et on va essayer d'avoir des idées pour faire des choses intéressantes. Vous applaudissez, mais moi je trouve que ça se voit qu'il n'a pas assisté à la journée, quoi. Ce qui ne va pas nous empêcher de continuer. Alors après le représentant de l'État, je vais me retourner vers le représentant de la nation, en tout cas monsieur le sénateur Jérôme Bignon. Voilà, vous participez à l'élaboration de la loi, même si vous êtes un sénateur d'opposition, mais peut-être plutôt d'un groupe parlementaire qui ne fait pas partie de la majorité présidentielle. Mais vous m'avez dit tout à l'heure, vous avez prononcé le mot diplomate. Vous êtes peut-être un diplomate du paysage. En tout cas, peut-être pourriez-vous nous dire, comme sénateur de la Somme, quelle marge de manœuvre vous disposez pour faire avancer cette cause du paysage, et sur quelles expériences d'anciens élus locaux vous vous appuyez, et en particulier nous parler de ce grand projet de la vallée de la Somme, où se retrouvent les enjeux de biodiversité, de mémoire, et de redonner un espoir à des territoires à la fois littoraux et ruraux. Merci. Bonjour à tous. C'est tard pour dire bonjour, mais c'est jamais trop tard. Je voudrais remercier d'abord les initiateurs vraiment très chaleureusement, parce que c'est vrai que je regrette pour Paul Delduc qu'il n'ait pas pu être là. Moi, j'ai eu la chance d'y venir et de profiter de tout ce qui a été dit, de tout ce qui a été échangé. C'était intelligemment monté, magnifiquement organisé, et surtout tous les acteurs ont été les uns et les autres perspicaces, intelligents, passionnés et passionnants. Donc c'est une journée riche en ce qui me concerne. En tout cas, j'en garderai un très grand souvenir. Sur un mot, sur mon engagement politique, ça n'intéresse personne, mais je suis indépendant, donc je me sens assez vieux pour être indépendant. Donc je fais comme j'ai envie. Quand j'ai envie de soutenir le président de la République, je soutiens le président de la République. Quand j'ai pas envie, je le soutiens pas. Voilà, je n'ai de compte à rendre à personne qu'à moi-même et à mes électeurs. Mais comme je ne me représenterai plus, vous mesurez mon degré de liberté. Voilà. Alors, une fois que j'ai clarifié je suis désolé, M. Miguet, je n'avais pas eu l'occasion de vous en parler, mais voilà. Alors, pour le reste, pour moi, le paysage, et c'est peut-être ça que je n'ai pas trouvé J'aime beaucoup Paul Delduc, c'est un très grand haut fonctionnaire d'une très grande qualité, mais il était peut-être impressionné par le sujet qui lui était posé. Il n'y avait pas d'émotion. Et pour moi, le paysage, c'est une émotion. C'est d'abord une émotion. Donc, quand on prend un paysage, ça vous coupe le souffle ou ça vous dégoûte, mais il y a quelque chose de très fort qui se passe quand on voit un beau paysage. Et c'est peut-être ça qui m'a amené à m'intéresser au paysage. J'ai présidé une communauté de communes au début des années 90, quand ça a été créé tout de suite au début, et toute petite communauté de communes rurales de 30 communes, 6000 habitants. Et je ne sais pas ce qui m'a pris, mais je me suis dit, dans le fond, pour construire le programme de cette communauté de communes pour les années qui viennent, je m'y voyais pour 20 ans, j'ai fait venir un paysagiste. J'ai lancé un appel à projet, j'ai demandé à mes collègues si ça les intéressait, ils m'ont regardé d'un air bizarre. C'est les communes rurales, ils se demandaient qu'est-ce que je pouvais bien faire avec le paysage. Je dis, il y a du beau, il y a du pas beau chez nous, il faut qu'on regarde ça un petit peu collectivement. Et on a fait venir un paysagiste qui nous a
qui nous a fait réfléchir sur les forces et les faiblesses de notre territoire, de nos petits villages, les avantages, etc. Et ça a été extrêmement instructif. Donc c'est dire que c'est quelque chose que j'ai au fond de mes tripes. Alors après, j'ai beaucoup travaillé sur le littoral picard, paysage du littoral. Si vous êtes à Holt, en haut de la falaise, vous voyez d'un côté toutes les falaises qui partent vers le cap d'Antifer, et si vous regardez de l'autre côté, vous avez les bas-champs de Cailleux qui sont des polders, vous avez la baie de Somme qu'on aperçoit, qu'on voit de loin, mais bien quand même. On voit en face le cordon dunaire qui remonte vers le Pas-de-Calais. Bref, on a tous les paysages littoraux, et quand on est saisi par ces paysages, on ne peut pas ne pas avoir l'idée de les garder, non pas de les conserver au sens où je serais conservateur parce que c'est comme ça et que il ne faut pas y toucher, mais il faut y toucher, comme disait Montesquieu quand on fait la loi, les mains tremblantes, parce que c'est tellement important de garder l'esprit qu'il ne faut pas abîmer. Alors, on a eu des débats terribles dans baie de Somme. On a eu des débats sur la construction des digues pour protéger la mer. On a des débats sur la dépoldérisation, que ça soit sur les bas-champs, que ça soit à l'intérieur. On a des débats sur les huttes, sur la construction, sur les plans locaux d'urbanisme. On a des débats terribles, et on a toujours été assez collectif, bien que ça constitue un ensemble de nombreuses communes, parce qu'on avait le président Max Lejeune, qui était un vieux élu national, qui avait connu le Front populaire, qui avait traversé la guerre, toute la 4ème République, que j'ai eu l'honneur de participer à ces majorités quand j'avais 30 ans. Il disait, en baie de Somme, on y va avec les mains tremblantes parce que c'est tellement magnifique, il ne faut pas y toucher. Et donc, on a équipé, aménagé, mais toujours dans un esprit de respect de l'esprit des lieux, en discussion avec les parties prenantes, les chasseurs, les maires, les associations de protection de la nature. On n'a jamais eu de difficulté pour le faire. Et on a fait qu'aujourd'hui, on a 2 millions de visiteurs, et que on vient d'être reconduit dans le grand site de France. On a élargi les communes membres du grand site, donc grâce à l'action de l'association des grands sites qui nous a beaucoup aidés. Et aujourd'hui, on est dans l'idée de comment on gère ces flux touristiques. On fait partie de ceux qui réfléchissent à l'hyperfréquentation et à ce que ça peut provoquer comme fracture, comme ennui, à la fois pour les gens qui habitent, pour ceux qui viennent, comme répulsion pour ceux qui sont dans une situation épouvantable de surfréquentation. Bref, on a une vraie réflexion collective qui est plutôt apolitique, ou en tout cas transpolitique. On n'a pas de difficulté sur ces sujets-là, sur l'ensemble du littoral. Et de Mers de la vallée de la Brelle à la vallée de l'Authie, on a un ensemble littoral qui a construit son attractivité sur la force de ses paysages. Voilà, ça c'est la première chose. Puis perpendiculaire à ça, il y a la Somme, qui est un fleuve côtier qui fait 225 km de long, donc qui prend sa source dans l'Aisne, constitue une deuxième préoccupation des paysages dans la Somme. Le département, avec le CAUE, avec les syndicats qui gèrent le foncier, le conservatoire du littoral, etc., les conservatoires d'espace, le conservatoire régional d'espace de Picardie. On n'a pas encore de parc naturel régional, mais j'espère que ça va venir. On a engagé un regard paysager sur l'ensemble du déroulement du fleuve. Et on a installé, le département, avec l'aide de beaucoup de collectivités, de communautés de communes, a installé 28 belvédères sur l'ensemble du parcours, les 225 km, avec des explications extrêmement techniques, parfois historiques, relatives à la biodiversité, relatives au paysage, qui expliquent aux gens qui se promènent. Alors, notre contribution à la transition climatique, à la transition énergétique, c'est d'avoir fait une véloroute sur le chemin de halage d'un bout à l'autre du fleuve, ce qui fait que les gens peuvent venir de Ham, qui est la petite ville qui est tout aux frontières de l'Aisne, et traverser toute la Haute-Vallée, les méandres de la Haute-Vallée, arriver à Amiens, se promener dans les ortillonnages, reprendre le chemin de halage et arriver tranquillement à travers la Moyenne-Vallée et le fond et la baie jusqu'à la mer. Et donc, c'est une vision extrêmement paisible. On a essayé de mettre des bateaux, ça n'a pas très bien marché, mais on retentera peut-être l'expérience. On a aménagé les maisons éclusières pour en faire des gîtes, des maisons de connaissance, d'accueil.
Donc on a une vision extrêmement douce de ce paysage qui est très varié, parce que c'est un paysage qui va du néolithique, boucher de perte, 450 000 ans avant Jésus-Christ. Les premiers, enfin pas les premiers, pas les plus anciens, mais presque les plus anciens, 450 000, on les trouve à Saint-Acheul, Laqueléen, c'est aux portes d'Amiens. Donc il y avait des hommes qui habitaient ces sites-là il y a 450 000 ans. Et puis après, il y a beaucoup plus récent, il y a 3 camps César sur l'ensemble du déroulé de la Somme. Et puis... Je vais peut-être juste... Comme c'est immense comme sujet. On a fini, on arrive en baie de Somme. Alors, il y a une triste nouvelle sur la baie de Somme, c'est que 80%, je dis ça parce que ça veut dire à quel point on est concernés les uns et les autres par ces sujets, et c'est une nouvelle triste. Agence France Presse hier soir, 80% de la masse de poissons présente en baie de Somme a disparu en 30 ans. À cause du réchauffement. Et c'est certifié, on a des hausses de 0,2 à 0,3 degrés par an. Donc on est dans une situation qui est complètement calamiteuse. Je ne sais pas si vous imaginez ce que ça représente et la vitesse à laquelle ça s'est passé. Enfin, je ne veux pas vous faire pleurer et vous donner... Mais venez quand même en baie de Somme, je vous ferai visiter des trucs formidables. Merci. Merci, Monsieur Bignon, de nous avoir montré que l'émotion paysagère peut susciter des élans transpolitiques. Et moi-même, j'étais dans cette émotion sur le sommet de la montagne de Fris, sur mon vélo, avec quand même un petit bémol, c'est que quand j'ai traversé Abbeville, à un moment donné, l'aménagement s'est arrêté 10 km avant en venant d'Amiens. Alors, Mathieu Calam, vous avez vous aussi une parole libre, d'autant plus que vous dirigez la fondation Charles-Léopold Meyer pour le progrès de l'homme de droit suisse, ce qui, pour ceux qui ne le savent pas, vous donne plus de liberté d'interpellation et d'expression sur les sujets dont vous vous emparez, en particulier le paysage, qui souvent en France butent sur des obstacles réglementaires ou administratifs. Est-ce que quelles sont les réflexions que vous inspirent sur ce sujet, les moyens de passer ces obstacles? Je crois que c'est bon. Oui, comme le sujet de cette dernière table ronde, c'est celle du changement d'échelle. Effectivement, je dirais juste un mot sur notre fondation, c'est qu'elle soutient des acteurs qui ont des bonnes pratiques afin qu'ils obtiennent des bonnes politiques. C'est vrai, donc c'est pour ça que nous soutenons PAP, c'est pour ça que nous soutenons Négawatt. Bref, je ne vais pas faire la liste, elle est longue. Et ce changement d'échelle, évidemment, il intervient à tous les niveaux. C'est-à-dire qu'au fond, on a aussi vu ici des bonnes pratiques d'élus locaux, comment eux-mêmes font passer ça à un niveau, du niveau de la commune, au niveau de la communauté d'agglomération, du niveau de la communauté d'agglomération, etc. Enfin, vous voyez qu'on peut remonter très loin. Et la première remarque que je ferai, d'ailleurs, par rapport au contenu de la journée, c'est que finalement, si on veut résumer l'expression un peu que les uns et les autres ont eue, c'est que le paysage, c'est finalement la face visible d'un territoire. Le territoire, d'ailleurs, lui, est à la fois un flux de matière. Alors, on l'a vu abondamment. Nous savons maintenant bien faire la différence entre un kilowattheure et un térawattheure, et c'était important de le signaler, une matière qui ne vient pas forcément du même territoire, d'ailleurs. C'est l'expression aussi de rapports sociaux. On a évoqué, je crois que c'est monsieur Claude No qui a utilisé le mot d'anthropologie. C'est un changement anthropologique, puisque derrière un paysage, il y a une anthropologie. Quand vous êtes à Paris, typiquement, vous avez un paysage qui est le produit d'une monarchie centralisatrice sur 10 siècles. Effectivement, là où moi je suis franco-suisse, vous n'avez pas l'équivalent de Paris ou de Versailles en Suisse, et c'est donc deux anthropologies qui se font face. Et puis, c'est aussi des rapports de domination entre territoires. On l'a évoqué, au fond, ces charbons ont été utilisés abondamment pour nourrir tout l'effort de la France, y compris des navires de guerre faits d'acier qui allaient jusque dans tout l'Empire. Voilà. Donc, effectivement, on voit bien que ce paysage est une expression. Et la question, sans doute, que vous poserez, et je reviendrai un peu en conclusion, c'est de savoir si ce paysage peut devenir un catalyseur aussi des changements qui sont à venir.
Alors, il faut quand même mentionner qu'il y a la COP24 à l'heure actuelle, puisque si on s'intéresse au paysage, c'est quand même sous l'angle énergétique. Et là, je vais malheureusement m'inscrire en faux, et je le regrette vraiment d'ailleurs vis-à-vis de ce qu'a dit Paul Delduc, puisqu'il a eu une phrase très généreuse et malheureusement, je crois, sur laquelle il faut maintenant que nous renoncions, qui est de dire que la transition énergétique est voulue par tous. De toute évidence, ce n'est pas vrai. Le fait que le Brésil annonce qu'il ne veut pas organiser la première COP est quand même un signal extrêmement néfaste. Et donc je crois qu'il faut maintenant que nous soyons quand même très réalistes. La transition énergétique a des adversaires, et des adversaires qui sont organisés, décidés, puissants. Ces adversaires peuvent être des lobbies, ça peut être des États entier, etc. Donc là, je dois dire que tout de suite, quand on parle du changement d'échelle, c'est pas la même chose d'avoir un processus de changement d'échelle si tout le monde est d'accord et que c'est juste une question de méthode, ou d'avoir un changement d'échelle si il y a des adversaires délibérés qui sont en face. Et donc, il faut aussi que nous mesurions les limites du petit groupe que nous sommes. Ce que je viens de dire n'est pas une invitation pour que vous partiez en guerre contre l'État du Brésil, contre Vladimir Poutine, etc. Je crois qu'il faut savoir raison garder. Vous ferez, nous ferons ce que nous pouvons faire, mais en ayant conscience que nous sommes dans un monde tel qu'il est et pas tel que nous le souhaitons. Alors, la question, le troisième point que j'aimerais rapidement aborder, c'est la question quand même de la temporalité, évidemment, puisqu'on évoque très souvent, on l'a vu, on évoque très souvent l'urgence, et nous-mêmes, nous sommes souvent dans des paradigmes volontairement démocratiques, donc où nous souhaitons la participation, et les acteurs mettent l'importance sur le fait que la participation demande du temps. Et c'est toute l'importance d'ailleurs du politique, parce que pour moi, le politique, c'est celui justement qui va essayer d'accélérer la manière dont une société se pense ses défis, pour que la temporalité sociale soit la même que la temporalité des urgences. Parce que vous comprenez bien qu'entre les désirs d'une société et les lois de la physique, c'est les lois de la physique qui l'emportent. Ce qu'on oublie de dire très souvent, c'est-à-dire qu'on est dans un monde où on affirme tellement l'individu, tellement l'importance de ceci, qu'on oublie de dire que nous sommes sous un monde sous contrainte physique. Voilà, c'est la physique. Et donc, on doit quand même expliquer aux gens que c'est pas à la fin du fin leur désir qui fait le monde, même s'il y contribue, c'est quand même un certain nombre de fondamentaux. Et l'écologie, c'est aussi, d'une certaine manière, cette réintroduction de l'homme dans un monde physique réel. Voilà. Et Dieu sait que la question monétaire et l'artifice monétaire ne nous aident pas, puisque si vous demandez à quelqu'un tout à trac combien il gagne en fin de mois, il le sait. Si vous lui demandez combien de kilowattheures il consomme, il ne le sait pas. Et donc nous avons une déconnexion totale entre ce que nous savons du monde et le monde tel qu'il est, et c'est un enjeu politique fort. Et donc quand je disais d'ailleurs que la transition énergétique n'est pas voulue par tous au niveau national, au niveau international, je crains fort qu'au niveau national aussi, pour beaucoup de gens, la question énergétique soit un dysangile, c'est-à-dire le contraire d'un évangile, c'est pas une bonne nouvelle. C'est-à-dire qu'en réalité, derrière la transition écologique, il y a un changement anthropologique, et là je m'inscrirai totalement dans ce qu'a dit Monsieur No, et encore une fois, il y a quelque chose de très profond à travailler qui n'est pas simple, parce que c'est un deuil, changer d'identité. Alors nous y sommes peu habitués, mais évidemment tous les peuples qui ont été confrontés à la colonisation savent ce que c'est la souffrance de devoir changer violemment d'identité sous la pression extérieure. Et bien, quelque part, nous allons devoir faire cet exercice. Alors, est-ce que le paysage peut nous aider de manière positive comme étant non plus l'expression de rapports sociaux, mais le catalyseur de rapports sociaux nouveaux? Alors, je n'ai pas de réponse pour ça. Je pense que justement, c'est l'intuition de ce groupe, c'est l'intuition des paysagistes, et c'est une très belle question. Et je crois que c'est ça que nous, en tant que fondation, nous allons suivre dans les années. C'est qu'effectivement, le postulat très fort qui semble vous réunir, qui semble réunir les acteurs, c'est que oui, à travers le paysage, on peut faire du changement culturel, on peut faire du changement de système technique, penser, délibérer, parce que c'est quelque chose que les uns et les autres appréhendent, qui est compris par tous. Et effectivement, c'est plus simple de parler de paysage que de térawattheures, même si malheureusement la réalité des térawattheures est donc bien réelle. Et donc c'est ça que je souhaite suivre, avec effectivement une angoisse. Je ne sais pas si vous avez lu l'article de Meadows. Moi, ma grande crainte, c'est ce discours qui est en train de se diffuser
diffusé disant que la démocratie ne parviendra pas à faire la transition écologique. Et je crois que s'il y a quelque chose qui nous unit tous ici, c'est l'ambition de démontrer que la démocratie est le meilleur moyen de résoudre la crise écologique. Je le crois très profondément parce que je crois que, contrairement à ce qu'on dit, les pouvoirs autoritaires comme la Chine ne vont pas y arriver mieux que nous. Et j'aurais plutôt tendance à dire qu'au niveau mondial, ce sont les personnalités autoritaires qui s'opposent à la transition énergétique, comme on le voit au Brésil et aux États-Unis. Je finirai par un dernier petit mot concernant spécifiquement la France. Alors, je vous l'ai dit, je suis franco-suisse, donc j'adore ces deux pays. Je serai face à un public suisse, je leur parlerai de la Suisse, et là, je vais parler de la France parce que la majorité du public est française. C'est pas pour rien que j'ai évoqué la COP24 et le fait qu'il y a de grandes puissances dans le monde qui sont hostiles. Je crois la France a un problème majeur, c'est d'arriver à faire le deuil de la puissance. Énormément de choses sont pensées en France dans l'intention de maintenir son rang. La France ne peut pas maintenir son rang, elle n'en a tout simplement pas les moyens. Alors, je ne vous ferai pas de calcul démographique, mais juste un élément. La France était au XVIIIe siècle le pays le plus peuplé d'Europe, plus peuplé que la Russie. Elle était le pays avec la plus puissante administration, etc. Au summum de son empire, la population française, c'était 40 millions d'habitants. L'empire, c'était 70 millions d'habitants. On a fait la guerre à la Chine 3 fois. Enfin, je vous fais pas Si demain, je vous disais on va faire la guerre à la Chine, je crois que la plupart d'entre vous me diraient de quoi parle-t-il. Or, la France est en train de se ruiner à la fois pour maintenir son rang, à la fois parce qu'elle va perdre la guerre en Afrique de l'Ouest, vraisemblablement, et parce que le vortex du nucléaire va la ruiner. Alors c'est peut-être une bonne nouvelle d'ailleurs, hein, les pays qui sont devenus raisonnables. La Suisse est devenue ce qu'elle est devenue après la défaite de 1515 face à la France. La Suède est devenue ce qu'elle est devenue après sa défaite vis-à-vis de la Russie. Donc la ruine de la France est peut-être le salut pour les Français, hein, parce que c'est pas sûr que l'intérêt de la France soit l'intérêt des Français. Mais en gros, si on s'habitue pas à se penser comme une puissance moyenne et agir comme telle, on sera pas efficace. Il faut qu'on s'habitue à penser, à se dire que notre projet pour l'Europe, c'est d'être au monde ce que le Vorarlberg est pour nous aujourd'hui. Voilà. Et en gros, c'est ça, je crois, le message politique qu'il faut qu'on porte. On a beaucoup de choses à apporter parce que je crois qu'on a des très beaux territoires, on a une population très formée, on a globalement des gens de grande capacité. Notre seul problème, c'est qu'il faut qu'on agisse en fonction de nos moyens et pas en fonction de nos rêves passés. Voilà. Alors, Odile Conseil, vous qui êtes philosophe, est-ce que nous avons progressé aujourd'hui grâce au paysage dans l'amour de la sagesse ? Non, certainement, oui. J'aimerais quand même insister sur le fait que le groupe que nous constituons, particulièrement les gens du collectif, qui sont des gens vraiment extrêmement talentueux et pacifiques et créatifs, n'ont aucun rêve de puissance et qui se vivent comme des bons Européens. Au sens où des bons Européens, je ne sais plus qui a inventé cette expression, si c'était Nietzsche. Nous autres bons Européens, c'était l'idée qu'il y avait une espèce d'international des nations européennes, parce qu'on a grosso modo la même histoire, avec des tribulations distinctes, mais les mêmes ambitions depuis la fin du Moyen-Âge, et la création d'une espèce de multipolarité avec le mûrissement progressif de la science, du droit, de la citoyenneté, du respect de l'homme. Donc cette idée qui a fondé l'Europe, après ça il y a des tribulations, des choses fratricides, mais restons-en à cette idée du XVe siècle, sortir du Moyen-Âge pour fonder la cité, et que la cité soit la cité des hommes. Donc bien sûr on a des Napoléons et puis quelques chars, des choses comme ça, mais franchement on ne se sent pas concerné là. Donc l'idée du paysage, moi je pense qu'elle est éminemment civilisatrice, particulièrement en ce moment. Qu'est-ce qui nous émeut dans un paysage ? Jérôme Bignon a insisté sur le sentiment cosmologique, le sentiment géographique, on peut l'appeler comme on veut, cette espèce de grande émanation qui sort de la géographie autour de l'échelle humaine et du fait que nous sommes portés par autre chose et que cette autre chose est d'une certaine façon la seule chose qui nous pacifie.
qui nous exalte et qui nous donne la capacité d'être nous-mêmes, parce que ça nous donne de la force. Donc ce paysage contemplé, je crois que c'est une ressource de méditation vraiment très considérable. Par ailleurs, ce que nous avons appelé paysage tout au long de la journée, ce n'était pas seulement les paysages naturels pour lesquels nous avons une fascination, enfin moi j'ai une fascination, mais c'est peu pour oublier la cité qu'on va vers les paysages naturels. Et on a parlé de tous les paysages dits ordinaires, c'est-à-dire les paysages où nous avons posé notre marque et où la diversité humaine et aussi les limites de notre capacité à avoir la sagesse sont très fortement inscrites. Donc la beauté des métiers que font les paysagistes, et j'insiste sur le fait que dans le collectif, il n'y a pas du tout que des paysagistes, ce n'est pas un collectif de paysagistes, mais on porte l'idée du paysagiste très à l'honneur. Et donc qu'est-ce que ça a de très important, encore une fois philosophiquement, le métier de paysagiste, c'est qu'ils font avec une diversité de choses quelque chose qui se compose. Il y a un traité qui s'appelle « Composer le paysage » de je ne sais plus qui, au XVIIIe siècle. Bon, je ne suis pas assez érudite pour me rappeler. Donc le paysage, c'est face à donc, le sentiment d'éclatement, de diversité, de chaos, de tension, qui est quand même ce qu'on vit constamment et qui est angoissant et qui est franchement très très pesant. Quand il y a du paysage, il y a tout à coup le sentiment que chaque chose, que différentes choses ont trouvé une place et qu'il y a une espèce d'échelle du fait que tout ça soit combiné, qui nous soulage de façon extraordinaire et qui nous donne non seulement un sentiment d'apaisement, mais un sentiment d'enthousiasme. C'est-à-dire qu'effectivement, entre toutes ces diversités de choses, il y a moyen de faire quelque chose qui soit ce qu'on appelle le beau. J'ai entendu Bertrand Folléa parler de son projet à La Réunion. Un paysagiste, c'est quelqu'un d'abord de suprêmement intelligent, qui arrive à comprendre une complexité humaine, historique, géographique, et avec les besoins humains, et trouver une forme qui permette aux besoins de se réaliser, mais aussi cette forme qui nous parle, qui s'adresse encore une fois à notre capacité intuitive. Donc le métier de paysagiste, c'est franchement de créer de la paix, de créer de la beauté, de créer de l'équilibre. Et donc, bah oui, bien sûr. Alors je rappellerai malgré tout que l'espèce humaine est essentiellement plastique. Donc la plasticité de l'espèce humaine, c'est gigantesque. Donc on a parlé au cours de la journée de la question de l'éducation, de changer de référentiel, d'avoir une culture partagée qui ne soit plus la même. Je crois fondamentalement qu'évidemment, pour mettre en œuvre un changement, c'est beaucoup de travail. Enfin, rappelons-nous qu'il n'y a pas très très longtemps, nos grands-parents ne savaient ni lire ni écrire et qui ne savaient pas que la saleté était éventuellement dangereuse et qu'on a inventé une culture de se laver les mains, d'éviter les contagions, etc., par des choses un petit peu descendantes, mais qui ont fait que chacun d'entre nous intègre des comportements rationalisés dans son quotidien. Donc, encore une fois, le référentiel du paysage, qui n'est pas aussi puritain que ce dont je venais de parler, est intégré à nos comportements. Donc, on a des comportements d'hygiène. On ne met pas les enfants à manger le caca par terre. On sait très bien que c'est bon. Donc, on a intégré ça. Il y a des sociétés qui ne l'ont pas intégré. Et donc, la capacité d'éducation du genre humain, c'est une expression aussi des philosophies des Lumières, Schiller, l'éducation esthétique de l'humanité. C'est considérable. Donc, encore une fois, c'est peut-être aussi parce que j'ai enseigné pendant 37 ans à des étudiants de 4e année. C'est la meilleure période. C'est le moment où ils ont appris, ils sont alphabétisés, ils ont envie de s'émanciper, de s'affirmer, et ils éclosent. Et donc, le rôle du prof, c'est de dire, allez, vas-y. Et fais ça bien. Et ça marche. Donc, je pense que le genre humain, c'est un peu ça aussi. Enfin, c'est compliqué, bien sûr, d'arriver à ce niveau de choses, mais il faut y croire, c'est possible. Voilà. Et après ça, un des étudiants a dit, mais enfin, votre histoire là, avec les 2 ans qu'on a pour le changement climatique et tout, effectivement, si on a 2 ans, là, on n'a pas du tout... Voilà. Donc, on va continuer à faire le boulot, et on va continuer à faire des belles choses, et on va continuer à vivre de grands moments. On n'est pas un tout petit groupe, toujours les mêmes, à se revoir comme des vieux. On se renouvelle, on a des nouvelles têtes, on a des nouveaux endroits où on crée des moments, et ces moments, je pense que ça nous fonde un peu dans la capacité qu'on a d'espérer mieux. Et c'est des assises. Bon, pour le moment, c'est pas révolutionnaire ou je sais pas quoi, mais ça fait quand même du bien. Et alors, on parlait du fait que les églises, il y en a trop, à quoi ça sert? Ça servait régulièrement à avoir des espèces de moments de grâce ou des moments de pilotage symbolique. Tous les 8 jours, on recevait un peu de lumière et de musique et tout ça. Et après ça, ça y est, on était sanctifiés. Bon, je descends de pasteur protestant, bien sûr. Et donc, je trouve que ça manque, c'est terriblement, ça manque, le fait qu'on ait chaque semaine quelque chose de beau, ensemble, pour se dire, mais oui, on va continuer. Donc, je ne suis pas pour la religion, mais je pense que le paysage, ça nous donne quand même quelque chose ça nous donne la grâce.
Alors après ça, mesdames et messieurs les papistes et leurs amis, est-ce que vous avez des questions à poser? Il nous reste un petit quart d'heure. Jean-Pierre Thibault. Oui, Jean-Pierre Thibault, c'est l'inspection générale de l'environnement. Bon, il y a une chose qui me paraît intéressante dans ce qui s'est dit au cours de toute la journée, c'est que en creux, on a exalté la beauté, mais on a aussi un peu désigné ce qui ne l'était pas. C'est-à-dire qu'en gros, on est parti de situations particulières qui étaient souvent des situations de chaos, dues notamment à cette espèce d'illusion technologique qui, par ailleurs, a produit un pays qui mangeait à sa faim et qui a produit un pays qui pouvait, ou des pays qui pouvaient se déplacer, favoriser les échanges et plein de choses intéressantes, mais qui aussi a fonctionné avec une parfaite incapacité de fédérer les disciplines. Ça, Paul Delduc l'a dit, mais il faut peut-être que l'on prolonge nos réflexions en voyant comment, désormais et très concrètement, réparer les dysfonctionnements, les incohérences qui se traduisent visuellement par ces espèces de chaos qui nous font qu'aujourd'hui, il y a un mal-être, il y a des difficultés, et que ces difficultés se focalisent sur des espaces particuliers. Et comment on répare ? C'est une perspective qui, à mon avis, devrait être la prochaine perspective du collectif. Comment va-t-on traiter ces entrées de ville? Comment va-t-on traiter cette agriculture intensive et chimique? Comment va-t-on traiter convenablement la transition énergétique pour qu'on n'ait pas cette espèce de paradoxe qui fait que nos concitoyens, dès qu'ils voient un élément, maintenant c'est les méthaniseurs, se disent mais c'est pas bien parce qu'on a tellement été... on nous a tellement infligé de choses successives qui, mises bout à bout, faisaient de la disharmonie, que maintenant tout élément supplémentaire nous paraît un petit peu incongru et suspect. Donc comment on dépasse ça? Et peut-être qu'il y a d'autres sujets aussi à traiter. En tout cas, ce qui est certain, c'est, j'ai constaté que les petits bonshommes en jaune là, qui nous inquiètent beaucoup les gouvernants actuellement, et peut-être à juste titre, ils sont situés où? Ils sont situés sur les ronds-points, une jolie figure de paysage. Ils sont situés dans les centres commerciaux de périphérie, là aussi c'est intéressant, où ils sont situés sur les échangeurs d'autoroutes. Bon. Pour l'instant, ils ne sont pas situés dans les grands ensembles périurbains dits quartiers sensibles, par euphémisme administratif. Mais ça pourrait venir aussi. Pour l'instant, disons que les dirigeants ont eu la chance que tout ça ne se focalise pas. Voilà. Donc, nos prochains horizons, c'est peut-être de voir comment on traite ça, comment on le traite, comment on le répare, comment on recrée de la beauté et de l'harmonie dans des espaces qui sont objectivement aujourd'hui chaotiques à tout point de vue, social, économique et environnemental. Voilà. Ce n'est pas une question, c'est une contribution. J'avais eu envie de dire un truc, mais je n'ai pas eu l'occasion, sur le Louvre-Lens, le geste de mettre le Louvre-Lens dans un ancien carreau de mine, qui était un gigantesque hérissement de chevalement et de machin, qui était noir évidemment. Et donc, ils ont effacé ça. Enfin, il paraît qu'il y a une maquette qui est très bien. Ils ont effacé ça. Et à la place, ils ont mis un bâtiment assez plat et qui est complètement blanc. Donc, c'est un geste. Et dans ce bâtiment blanc, qu'est-ce qu'on a mis? On a mis des œuvres majeures du génie humain. Et ça, c'est un geste symbolique, je pense, qui est très important pour ce pays où il y a beaucoup à faire et beaucoup à réparer. Mais on commence à dire, on commence par dire, ce pays, il mérite la beauté du monde et de savoir ce que c'est que le génie humain. Et après ça, on a tout le reste à faire, mais peut-être on le fera. Et je pense que c'est un truc important, parce qu'il y a des gens qui disent que le Louvre-Lens c'est élitiste, que c'est parachuté, etc. Mais c'est un geste, je trouve, vraiment très, très remarquable. Et encore une fois, l'éducation, ça se fait en sachant ce que c'est que le génie humain et en persistant sur ses traces, la capacité d'invention. Voilà, il y a une autre question par là. Bon, c'est pas vraiment une question, c'est aussi une réflexion. Après toute la journée, c'est nous qui avons commencé, mais après on a été un peu accablés, je ne sais pas si c'est le mot exact, mais c'est vrai que nous on vient d'un tout petit coin, pas loin, assez loin d'ici, et voir tous les moyens, tous les outils
et tous les mécanismes qui existent dans la France, par exemple, parce qu'on était surtout axé sur les expériences françaises, mais pas seulement, ça nous fait un effet contradictoire. D'un côté, on voit que les différentes façons de gérer tout ce qui fait rapport au paysage, selon les pays, selon les moyens, selon le gouvernement et les lois et les moyens mis en place, ça change beaucoup. Ça change beaucoup les résultats et même la façon d'envisager des uns et des autres, des personnes et des élus et des institutions. C'est ce qu'on peut faire et c'est ce qu'on va faire. Alors, pour nous, en tout cas, c'est ce que j'ai à la fin de la journée. C'est ce que je pense, c'est que finalement, comme j'avais dit, comme ça a été repris, pour nous, le paysage, c'est le visage du territoire. Donc, ce n'est pas seulement ce qu'on voit, si c'est beau ou si c'est pas beau, c'est tout ce qui se passe derrière. Alors, agir sur ce qui se passe derrière, donc les conflits sociaux, donc la bonne santé de l'environnement, la dimension humaine, le rythme où ça se passe, les transformations, donc le rythme humain, donc rendre toujours, ne pas perdre de vue cette dimension humaine qui est responsabilité avant de tout de nous tous, comme personnes qui sont protagonistes de ces paysages-là. Donc, comme nous, on ne peut pas oser être à l'auteur de certaines démarches qui se passent en France ou en Belgique ou en Autriche, que ça, pour nous, c'est un peu c'est une espèce d'utopie qu'on n'arrive pas trop à saisir. Ce qu'on voudrait dire, en tout cas, que c'est à nous tous, comme personnes, chacun dans son métier, chacun dans son paysage, chacun dans son activité militante, qu'on est responsable. Et on doit obliger aux institutions et aux administrations, soit du niveau de la puissance, qui est très différente qu'aujourd'hui on a vu ici, on a la responsabilité de prendre en main ce futur de nos paysages, qui sont très différents, mais pour nous tous, c'est notre visage. Donc, je pense qu'il faut essayer aussi de trouver, je pense que Pape, ils font ça aussi, donc, de trouver des alliances de complicité entre les citoyens, entre les populations, entre les gens qui ne sont pas les élus, les politiciens, sinon les gens à la base. Comment ça se fait je ne sais pas trop, en venant ici, en vous expliquant, en vous invitant chez nous pour venir aussi partager avec nous vos expériences. Et je profite pour dire que l'année prochaine, le mois de mai, à Priorat, il y aura un congrès international de paysage, agriculture et femmes. Vous êtes tous invités. Ça se fait, c'est la société civile qui organise tout ça. Et on invite surtout la société civile, mais on est tous société civile finalement. Donc les élus aussi, ils ne doivent jamais perdre de vue qu'ils sont avant tout citoyens. Donc voilà, je ne sais pas si je suis exprimé ce que je voulais dire, mais en tout cas, je laisse ça ici. Voilà, comme ça. Merci. Rappelez-nous la date et le lieu, paysage, agriculture et femmes. Le mois de mai, le 9 et le 10 mai, à la Chartreuse de Scaladeille, au Priorat. Mais vous aurez des nouvelles. Parfait. Est-ce que je peux poser moi aussi une question comme Mathieu Calam nous a invités à nous rappeler que le contexte mondial est la COP24, que Jérôme Bignon, vous présidez un groupe de travail chargé des négociations climatiques. Quels sont les échos que vous avez de l'ambiance du monde depuis ce poste et de la capacité peut-être du paysage à trouver des lignes, des terrains d'entente? J'ai pas de choses extraordinaires à dire, puisque d'abord, je ne suis pas encore allé à la COP, je pars mardi, je crois. Je vais plutôt là, sur la deuxième semaine. Mais honnêtement, le climat n'est pas, si j'ose dire, exceptionnel. Ce mauvais jeu de mots.
l'absence de beaucoup de chefs d'État, le retrait d'un certain nombre d'autres. On a évoqué tout à l'heure la position du Brésil, la position de M. Trump, la position d'un certain nombre de pays, enfin, même la Pologne, puissance invitante, qui passe son temps à dire qu'elle continuera de brûler du charbon tant qu'elle en aura besoin. Il n'y a pas de geste, quoi. On n'a pas l'impression qu'il y ait l'ambiance. En soi, cette COP est importante, mais c'est une COP intermédiaire. Alors on se dit toujours, si elle échoue, on va se rattraper à celle de 2020. Mais à chaque fois qu'on n'avance pas ou qu'on voit qu'on recule un peu, ça rend encore plus compliqué la COP de 2020. C'est une COP où on révise les engagements qui ont été pris en 2015 à Paris pour les rehausser. Le cas échéant, enfin, il faudrait arriver à les rehausser, hein, ce que disent, et on n'a pas l'impression que ça soit le mouvement qui soit engagé. Donc, pour dire les choses, moi, je suis plutôt inquiet, surtout quand on a les nouvelles qu'on a sur qu'ils viennent du GIEC, qu'ils viennent de l'Ifremer pour la quantité de poissons dans la baie de Somme. C'est un petit phénomène, mais c'est quand même un petit phénomène qui est révélateur d'une situation qui ne s'arrange pas. Et j'étais au conseil d'administration du Conservatoire du littoral la semaine dernière, le président de notre conseil scientifique qui nous expliquait que le niveau de l'eau montait, ce qui voulait dire que plus vite qu'on ne le pensait, ce qui voulait dire que la glace fondait plus vite qu'on ne le pensait, ce qui veut dire que l'impact du réchauffement est plus puissant sur des endroits très fragiles et que donc les réfugiés climatiques vont être plus nombreux, plus rapidement, etc. Donc le problème, c'est, moi je me pose, mais j'y suis enfin je veux dire que je pèse rien du tout, j'anime un groupe de travail, donc notre puissance de décision est absolument nulle. C'est simplement un groupe de travail qui a pour vocation de faire comme on fait aujourd'hui ici, c'est-à-dire entre gens assez convaincus, comment on fait pour être plus convaincus, pour agir tous ensemble, pour bouger, pour faire passer. Mais si je vous racontais ce que pensent les sénateurs du réchauffement climatique, vous seriez stupéfaits. J'ose même pas vous le dire, parce que il y en a. On vient de créer, comme l'a fait l'Assemblée nationale, un groupe transpartisan. C'est-à-dire qu'il y a tous les groupes qui viennent pour dire on essaye d'aligner nos positions, au moins sur un sujet, c'est le réchauffement climatique, parce qu'on est convaincus les uns les autres. Donc il y a, tous les groupes sont là, mais tous les groupes en petit nombre. On est 348 sénateurs, il y a 50 personnes. À l'Assemblée, ils sont 577, je crois qu'ils sont 200 dans le groupe qu'ils ont constitué. Donc il n'y a pas un élan. On pourrait imaginer que des sujets de ce type, au moins la majorité des assemblées soient présents dans le groupe, on y va tous ensemble, etc. Vous savez, au Sénat, la commission s'appelait Développement durable et aménagement du territoire. Et il y en a quelques-uns, là, il y a 2 ans, qui ont fait un forcing d'enfer pour qu'on s'appelle Aménagement du territoire et développement durable. Ça veut, au fond, ça n'a aucune importance, sauf que symboliquement, ça veut dire qu'ils n'ont pas encore compris que l'aménagement du territoire, c'était une des composantes du développement durable et que donc on appelle la commission développement durable et ça englobe tout, le climat, la biodive, etc. Mais c'est pas le niveau culturel d'une partie de nos élus, de mes collègues. Je le dis sans aucun sentiment de supériorité, chacun pense comme il peut, mais on n'a pas l'impression... Le nombre de gens qui, dès qu'il y a eu un gilet jaune dans la rue, on dit il faut reculer sur le chien, abandonnons la taxe, elle n'était même pas encore votée, qu'on l'enlevait déjà. Enfin bref, il y a vraiment, il n'y a pas d'élan en ce moment, il n'y a pas d'élan. Alors je ne dis pas que les choses ont été adroitement menées, mais je dis que c'était un sujet quand même mesuré. L'engagement climatique d'un pays sur la référence qu'il fait au carbone n'est pas forcément une mauvaise idée. Est-ce qu'il ne vaut mieux pas faire des économies sur le pétrole qu'on dépense en le payant aux Émirats arabes et à l'Arabie saoudite en payant une taxe que de payer du pétrole en l'important au détriment de notre balance commerciale. Enfin, ces questions-là, elles ne sont pas abordées une demi-seconde. Ça n'intéresse personne. Donc, ce n'est pas très rassurant. Voilà, j'espère que je ne vous ai pas je vais pas vous empêcher de dormir, mais moi je dors pas très bien sur ces sujets-là. Voilà. Mathieu m'a dit hier qu'un truc que j'ai beaucoup aimé.
Oui, non, je vais dire deux choses. Non, donc, mon message, il est très clair de mon point de vue, c'est qu'il faut arrêter d'agir dans une vision salvatrice du monde. Si vous agissez en disant « nous allons sauver le monde », vous vous couchez le soir et vous ne vous réveillez pas le lendemain matin. Maintenant, il faut agir par conscience, parce qu'on croit que c'est bien. Il faut affirmer que derrière ça, il y a du beau, ce qui est important, mais il y a aussi des valeurs. Et il y a du beau dans les valeurs. Toutes les valeurs ne se valent pas, si je puis dire. Et donc, je crois qu'il faut maintenant agir en conscience et il faut l'assumer. Voilà. L'un des problèmes qu'on a en France, c'est qu'on parle souvent des valeurs républicaines, et j'aimerais bien en avoir la liste. On ne sait pas ce que c'est. Et là, il est temps de dire qu'est-ce qu'elle constitue. C'est que, d'abord, nous ne travaillons pas pour les générations futures. Ça, c'était vrai il y a 20 ans, mais je suis désolé, nous sommes les générations futures. Ça, je crois que ça, tout le monde l'a compris maintenant. Et les générations d'après sont déjà là aussi, surtout les gens qui ont des enfants, donc ils vont avoir leurs petits-enfants. Et donc, je pense qu'il faut sortir du bois et affirmer par rapport à un discours utilitariste des valeurs. Ce qui pose aussi la question de est-ce qu'on peut agir seul ou est-ce que l'antienne qu'on a longtemps entendue, mais on ne peut pas agir parce qu'à cause de la concurrence mondiale, on ne peut pas ceci, cela, enfin vous voyez tout ce discours. Justement, c'est là l'importance des territoires qui nous ont été expliqués là, parce que ces territoires ont bougé dans le cadre social et économique tel qu'il était. Et donc ça montre qu'on a énormément de marge de manœuvre. Et donc on peut retourner la charge de la preuve et se tourner vers les territoires qui ne font rien et leur dire pourquoi ne faites-vous rien, puisque tel village, telle commune en Belgique fait, telle commune en Luxembourg fait, etc. etc. Et ça, je crois que c'est fondamental. Et la dernière chose, on a vécu une globalisation avec... La globalisation, c'est une injonction de se connecter. Et donc on est obsédé par l'idée d'être connecté. Ce que la crise de 2008 nous a appris, c'est que la globalisation fonctionne de manière asymétrique. Vous êtes obligé de vous connecter, mais on ne vous garantit pas que vous restez connecté. C'est ce qui est arrivé aux Grecs, typiquement. Tout d'un coup, ils n'ont plus accès au crédit. On leur avait dit, il faut... Et donc la notion d'enclavement reprend toute sa valeur. Ce dont nous avons besoin, c'est d'enclavement. Ce n'est pas de se désenclaver, c'est de s'enclaver d'une certaine manière. Alors, pas en termes d'idées, pas en termes de... etc. Je vous invite simplement à relire, il y a un extraordinaire texte de Keynes en 1934 sur la subsidiarité économique dans lequel il dit il faut continuer à échanger entre les cultures, mais produisons tout ce que nous pouvons produire là où nous sommes, et notamment, il dit il faut se réapproprier la finance. Et on a vu d'ailleurs aujourd'hui dans la journée que les territoires qui sont très avancés dans ces questions d'écologie, etc., sont aussi des territoires qui inventent des monnaies locales. Voilà. Et il y a un lien très très fort. Et donc, si on replace cette question du paysage dans l'ensemble du mouvement de la transition écologique, vous allez trouver chez les Basques quelque chose de très similaire au Vorarlberg, une très forte identité locale. Ils ont la monnaie locale la plus forte de France. Ils sont en train de basculer à l'énergie, etc. Et il faut bien reconnaître, dans une relation des fois un petit peu conflictuelle, mais politiquement médiée avec le centre. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas avoir de gilet jaune, mais le maire de Bayonne dit au gouvernement « Moi, je fais ma monnaie locale, et si ça vous emmerde, allez vous faire foutre. » Voilà. Une dernière question. Je voudrais quand même dire un truc, parce que hier, Mathieu m'a dit un truc qu'il a oublié de répéter. C'est le pape se pose des questions vraiment difficiles. Comment arriver à faire comprendre à des inspecteurs des finances, à des gens qui ont fait l'X et compagnie, qu'ils ne sont pas les seuls à avoir les clés du monde, puisque justement le monde ne va pas bien. Comment est-ce qu'on fait pour les adoucir? Et en fait, c'est un problème difficile. Et donc moi, je me creuse la tête en me disant, mais alors, on va leur expliquer comment. Et en particulier, par exemple, M. Delduc, est-ce qu'il pourrait décider des choses un peu plus ambitieuses pour mettre le paysage en amont des politiques d'aménagement, par exemple, de donner des moyens, de faire que la répartition des moyens à l'ADEME ou à la Caisse des dépôts aille quand même de façon majoritaire à la possibilité de faire comprendre que c'est plus intelligent de faire comme ça plutôt que de faire dans l'autre sens. Parce qu'il faudrait changer les arbitrages budgétaires, c'est évident, si on veut aller vers... Donc, comment instituer la transition? Et alors, Mathieu m'a dit, mais ne vous épuisez pas à faire des trucs comme ça, attendez que se casse la figure, et ce jour-là, on aura besoin de vous. Donc, je trouve que c'est très différent. Donc, c'est plutôt les crises
du statu quo qui est extrêmement puissant, c'est ces crises qui vont faire qu'on aura besoin de nous. Donc il faut qu'on affine nos machins, et le moment venu, on les montrera ce que c'est nos machins. Je vous laisse encore une dernière question. Bonsoir. Cette dernière question sera à deux voix, je pense. Je vais faire la première voix et monsieur fera la deuxième. Ici, on est passionné d'efficacité et je me demande si on n'aurait pas été plus efficace à finalement se balader dans Lens ou ailleurs en France et parler des choses qui nous animent. Je suis relativement pessimiste, mais aujourd'hui, j'ai trouvé beaucoup d'optimisme. Et moi-même, étant jeune, j'ai envie de m'inclure en politique ou quoi, parce que je trouve que c'est un bon moyen d'action. Je me demande comment on fera, mais voilà, je me demande si chacun de nous, on est capable, à l'heure des réseaux, juste d'aller voir nos voisins et de discuter avec eux pour voir comment on fera la fête au moment de la crise, au moment de la fracture qui arrive. Oui, je voulais simplement vous poser une question prolongeant toutes les remarques qui viennent d'être faites. On parle de territoire, hein, d'acteurs locaux, de patrimoine, beaucoup, alors qu'il est question de transition écologique. Je pense que c'est une véritable fracture anthropologique, je l'ai dit tout à l'heure, à laquelle nous sommes confrontés. Et nous n'avons pas parlé, en tous les cas aujourd'hui, je ne crois pas l'avoir entendu, d'un autre phénomène important qui interroge aussi nos équilibres mondiaux, que sont actuellement les migrations, très importantes migrations de population sur ce territoire en pleine évolution de paysage. Et j'ai été choqué, je l'avais dit à l'époque, lorsque le TEPOS, que moi j'appelais territoire à énergie positive et solidaire, c'était ça le S, je croyais que c'était ça, et il a été transformé en territoire à énergie positive pour la croissance verte, ce qui l'a, de mon point de vue, complètement dénaturé, qui lui a fait perdre le sens premier que lui donnait le S. Alors on m'a dit, mais non, le S, c'était pas solidaire. Alors j'avais mal compris, mais j'ai fini. Je me suis dit que j'avais pris mes réformes des réalités. Voilà, parce qu'un TEPOS, c'est un. Je voulais dire, parce que de mon point de vue, un TEPOS, c'est un territoire à énergie positive et solidaire, donc un territoire accueillant. Il va falloir que nos territoires, pour se développer, soient aussi des territoires d'accueil. Solidaire, donc accueillant, c'est une belle conclusion. En attendant des retrouvailles, Odile, peut-être encore un mot de la fin. Le mot de la fin, c'est merci à tous d'être venus et d'avoir contribué par vos questions à ce moment d'enthousiasme. Il y aura évidemment des quantités de retombées dans les projets, je suppose, de toutes sortes de collectivités ou d'associations qui vont se lancer dans des trucs. PAP fait ce qu'il peut pour faire passer des messages, constituer des méthodos, imaginer des projets, donc on va continuer. Encore une fois, pour l'organisation de cette rencontre, nous remercions donc nos soutiens, donc le ministère de la Transition écologique et solidaire, et la Fondation pour le progrès de l'homme, il s'agit bien de ça. et puis, donc la région, le département, la communauté urbaine, enfin tout ça, et plus spécifiquement, Laurent Sermis et Gaël des Déserts, qui ont tout préparé. Merci à tous en tous les cas.
C'était un peu plus incisif ce matin. C'était un peu plus incisif ce matin. Là, on est fatigué. Non, non, mais c'est bon.